et bienvenue sur Hors Média pour un nouveau numéro de Art Talk Show. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer un peintre notoire d'Orléans qui n'est autre que Sieux. Alors pour présenter un peu Sieux, donc Sieux, tu es issu du théâtre. Tu entremêles dans tes toiles vibrantes des motifs faussement naïfs, tels des oiseaux, des fleurs, des papillons, mais aussi des logos de marque, des personnages de la pop culture et particulièrement des textes poétiques, des phrases qui sont singulières ou un petit peu énigmatiques. Et justement, pour moi, ta singularité, elle réside dans ta manière vraiment toute personnelle de revisiter la pop culture par le prisme de l'intime. Tout ça paraît très intériorisé. Oui, ça me convient tout à fait ce que tu as dit. Justement, ouais, ça me décrit assez bien. Oui, si tu devais décrire ton style en une seule phrase, qu'est-ce que tu dirais ? Ça serait impossible. Enfin, si j'intellectualise la chose, ça serait du néo-naïf contemporain. D'accord. Mais ça, je m'en fous un peu. Donc du coup, je fais vraiment confiance à celui qui va venir regarder la peinture pour la qualifier et même pour la nommer. Je botte en touche, je dis que c'est pas mon job de faire ça et que tu l'as parfaitement décrit là par exemple. C'est ça qui est drôle, c'est que quand je regarde ton travail et dès que j'ai découvert ton travail, il y a une impression de familiarité parce que tu as ce côté street art, ce côté pop qui est un petit peu hétéroclite et qu'on voit beaucoup. C'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps, mais qui peut même prendre une dimension industrielle parfois, mais chez toi, c'est différent. En fait, on sent que ça a été filtré par ta sensibilité et on sent qu'il y a une honnêteté, voire une pureté en fait, dans ta manière de te raccrocher à ces symboles et tout ça et à les rapprocher de toi, de ce que tu vis. Et on sent que tu l'incarnes parfaitement. Ouais, c'est vraiment complètement lié. Depuis que j'ai Sieux et que je peins professionnellement, là, je me raccroche vachement à ce que tu décris, quoi. C'est la première fois que je n'ai aucune barrière entre ce que je suis et mon métier. Ouais, justement, c'est une question que je me posais. Tu as une manière vraiment particulière d'incarner ton art, parce que tout est mélangé. D'ailleurs, je crois que tu es même tatoué dans le dos, tu as Les oiseaux chantent pour de faux, oui. Qui est ta série, pour moi, assez emblématique, finalement. Oui, c'est celle qui me tient le plus à cœur, en tout cas. Ouais. Je vois que tu as aussi les prénoms de tes enfants qui sont tatoués. Ouais. Je me demandais, ces tatouages, c'est toi qui les as designés parce que ça fait penser à ce que tu fais. Ouais, avec mes tatoueurs, avec leurs traits. C'est leurs traits, mais c'est ta conception ? Oui, disons que j'ai démarché ceux à qui je pensais pour le projet que je voulais faire, ouais. Donc tu étais chef d'orchestre, maître d'œuvre, on va dire. Ouais, un petit peu, même si c'est jamais fidèle à exactement ce que tu avais toi en tête. Ouais. Et c'est vrai qu'on a l'impression, même dans tes stories qui sont très colorées, qu'on voit ton travail, on voit tes références, et parfois on voit ta famille aussi. Tu ne caches pas forcément tes enfants, mais il y a toujours cette impression un petit peu bohème, un petit peu colorée, où quelque part, on ne sait pas... Est-ce qu'il y a une frontière justement entre ton art et ton mode de vie, par exemple ? Ben, je crois qu'il n'y en a aucune. C'est l'impression qu'on a quand on est ici. Ouais, je crois qu'il n'y en a vraiment aucune. Je ne réfléchis jamais à la façon dont je vais communiquer. D'accord. Grâce à la peinture, je me sens vraiment, vraiment libre et aussi, du coup, en communication. D'accord. J'aime bien prendre des légers contre-pieds par rapport à ce qu'on attendrait d'une démonstration graphique ou quoi. Ça me plaît de flirter avec les codes. Et oui, ma peinture, elle est exactement ce que je suis. Je peins, j'allais dire à 80% pour les yeux de mes enfants, mais oui. Ouais, c'est l'impression qu'on a. On dirait que tu veux un peu rester dans l'enfance, et je dis ça dans le bon sens du terme, parce que honnêtement, tu donnes l'impression d'avoir une belle maturité. En fait, ça n'a rien de régressif, mais il y a toujours ce prisme de la candeur, ce prisme de garder en fait un regard d'enfant sur les choses. Et justement, tes enfants justement sont peut-être tes maîtres d'œuvre, justement. Complètement. Ouais. Tu sais, je me suis mis à peindre des ours et des animaux au moment où j'ai commencé les puzzles avec mon fils Lou. Ça dicte ma vie, ça oriente ma peinture et c'est ma direction artistique, c'est l'émotionnel, quoi. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a tous ces motifs. Tu as tendance à les travailler en série,
Tu as des grandes périodes sur un motif en particulier. Oui. Il y a eu les oiseaux. Moi, je suis arrivée dans ton monde. Parce que pour te présenter un peu, déjà, pour moi, tu es quand même vraiment un artiste emblématique de la ville. Dans le sens que tu es déjà le premier. Je suis arrivée en 2014 à Orléans. Toi aussi, tu m'as dit. Tu es le premier dont j'ai vu une exposition solo dans la ville. C'était pas rien parce que tu étais à la collégiale Saint-Pierre-le-Puelier, donc c'est quand même un endroit majestueux. Oui, c'est une scène magnifique pour l'art. Les artistes orléanais exposent là-bas, ils sont, sauf qu'ils sont 138 ou quelque chose comme ça. Toi, tu étais tout seul, donc c'était un vrai défi. C'est quand même, j'ai eu un peu les jetons, mais faut avoir une belle production déjà pour habiter l'espace. Puis c'est décalé parce qu'on est quand même dans un endroit très mystique, religieux, et puis on a cette explosion de couleurs. Moi, c'est un peu l'écrin aussi qui m'a complètement happée. Moi, c'est ce qui me fascine dans la peinture, c'est être dans des endroits où on n'y aurait pas forcément pensé, où on n'est pas forcément en osmose, où on chahute le lieu, où on le respecte, ou alors au contraire, il est carrément sacralisé. J'aime bien ce rapport-là, moi, à la peinture et à l'exposition. Mais je trouve que tu fais les deux, en fait. C'était pas non plus un coup de pied dans la fourmilière. Non, loin de là. Ouais. C'est-à-dire que l'aspect sacralisé, on le retrouvait néanmoins, mais autour de ton art, enfin, je te perçois comme une personne très respectueuse, et même la manière... tu as un peu rendu hommage au lieu. Il n'y avait pas le côté iconoclaste pour l'iconoclaste. Ouais, j'en garde un très bon souvenir. C'était vraiment un élément déclencheur par rapport à Orléans. Pour moi aussi, parce que c'est vrai que ça fait partie de mes premiers souvenirs. D'ailleurs, je t'ai acheté une toile à l'issue d'un Lémi de Motorhead. Donc, tu as été le premier artiste et le principal artiste en réalité dont j'ai acheté une œuvre un peu colossale, voilà, avec un petit budget, etc. Ça m'honore. Ah ouais. Donc ça, c'était ton acte 1. J'ai assisté à ton acte 2 aussi, parce qu'en fait, je t'ai quand même suivi au fil de ta carrière sur Orléans. Donc l'acte 2, c'était au théâtre. Le théâtre, d'où tu viens, mais ça, je pense, on en reparlera. Et un troisième acte, un petit peu implicite, parce que je ne sais pas si c'était vraiment l'acte 3, mais pour moi, c'était à Jules Bastide, à la Galerie de la Tour Saint-Étienne, en octobre dernier. Et tu vois, officiellement, on l'avait appelé après le théâtre. Ah bah voilà. Cette expo s'appelait Après le théâtre. Ouais, t'es dans une trilogie quand même. Ouais. On dirait carrément. Excuse-moi. On dirait que tu gardes tes temps forts pour ta ville. Ah ouais, c'est indéniable. Ton rapport à Orléans, c'est quoi du coup ? C'est indéniable. Il est particulier parce que au début, je bossais et vivais à Paris. Et puis je suis revenu vivre à Orléans parce que j'y suis né. Et j'avais un petit peu le syndrome du parisianisme qui disait que mes galeries parisiennes me suffisaient et que je pouvais envoyer des toiles et peindre ici un peu peinard. Et puis, l'engouement d'Orléans, la bienveillance des Orléanais, la rencontre avec Gilles Bastide a fait que j'ai eu cette sensation, tu sais, du boxeur qui boxe à domicile, quoi. C'est pas pareil, quoi. T'as un truc en plus, t'as un truc galvanisant de ça. Et je veux pas le paumer, quoi. J'ai pas du tout envie de le perdre, donc je vais essayer de revenir, je sais pas, tous les 2-3 ans, avec des trucs qui ont de plus en plus d'importance, de plus en plus d'intime et de gueule, quoi. Et quand t'es arrivé à Orléans, tu pensais y rester forcément ou c'est... Au début, c'était une situation transitoire. Et puis, c'est devenu un confort qu'on a gardé et auquel on s'est habitué. Et puis là, je ne sais pas où le vent me portera, mais pour l'instant, je suis bien dans ma ville. Ouais. Et je sais que tu es issu du théâtre, justement, on en parlait. Tu as exposé au théâtre, mais tu es aussi issu du théâtre. Oui, c'était ça qui avait tout son sens, quoi. C'était vraiment que je voulais rendre hommage à ça, quoi, au théâtre, aux pièces qui m'ont... Je dis toujours, ça m'a sauvé la vie, mais un peu, oui, intellectuellement... humainement, c'est la première fois où je me suis senti à ma place, c'est quand j'intègre les cours Florent, quoi. T'as intégré quelle année les cours Florent Les années, je sais plus. J'avais 21 ans parce qu'il a fallu que j'ai une dérogation pour passer le conservatoire, pour préparer le conservatoire à 23. Donc j'étais tout juste sur ce cycle de 3 années là. Donc c'était pour mes 21 ans. Je rencontre Xavier Florent, qui me fait perdre complètement le complexe d'infériorité que j'avais auparavant en me disant « Mais non, mais Tom, on a besoin de gens comme toi. » Tu voulais prendre de l'assurance ? Non, pas forcément, mais cette petite sensation de jamais être à ma place, d'être un peu à côté du système sociétal, à côté de tout ce qui fait la société d'aujourd'hui.
J'étais beaucoup sur la liste des enfants collés, tu vois, avant. Ah ouais, Ou punis. d'accord. Okay. Et là, d'un seul coup, je suis sur la liste des gars qui vont intégrer la classe libre au cours Florent. J'inverse stylé, le rapport et je trouve ma place. Quoi. Je le vis vraiment comme ça. Mais justement, toi qui as fait du théâtre, au final, pourquoi tu as choisi la peinture? Parce que c'est l'inverse. Le théâtre, il y a l'aspect, la socialisation, la dépendance des autres et du désir des autres, peut-être aussi, que tu n'as pas... C'est exactement ça. C'est la fulgurance de la peinture. Elle me ravit en tout point. Dès que j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et mon résultat, il est là tout de suite ou quoi. Le théâtre, je l'aime d'amour viscéral, mais il y a une passivité, et puis il y a des intermédiaires, et puis il faut attendre que son téléphone sonne pour obtenir certains rôles, qui ne te feront pas obtenir d'autres et tout. La passivité est devenue un petit peu complexe avec mon rapport au théâtre. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. La fulgurance de la peinture, c'est j'y vais maintenant tout de suite. Et en plus, mon résultat en acrylique, il arrive vite, quoi. Mais c'est ça. Ou il me rassure, ou il faut que je travaille encore. Mais par contre, il est tout de suite. Et mon rapport aux autres, pareil. Il est très fulgurant et rapide, quoi. Oui. Ou tu détestes, ou alors je t'ai proposé un espèce de petit CV graphique avec lequel tu adhères, quoi. Complètement. Ah, oui, c'est drôle. Enfin, ouais, tu devances mes questions parce que justement, non, mais c'est parfait, mais je m'en doutais. C'est vrai que dans ta peinture, c'est ce qui me frappe, c'est qu'on a une impression d'énergie, de vibration, de la couleur, mais de vibration du trait aussi. Et on a l'impression que tu peins en proie à un sentiment d'urgence. Et je me demandais, voilà, quasiment comme si c'était un one-shot. Enfin, je sais pas combien de temps il faut pour faire une toile. Comme celle-ci, par exemple. C'est super variable. Par contre, ce que tu dis est très très juste parce que déjà, il y a beaucoup de peintres qui m'ennuient, moi, en galerie, et dont les travaux sur esquisse m'ont subjugué. Ouais, j'aime quand on voit comment c'est fait. Je pense que ça vient du fait que je sois autodidacte. Ouais. J'aime les traits esquissés quand ça coule, quand c'est déconstruit, et ça me permet d'aller vers quelque chose. J'adore ce principe-là. Je suis fasciné par la gravure de Dürer parce que j'ai l'impression que si on regarde, on voit comment c'est foutu et comment d'un seul coup ça prend une ampleur et ça devient une œuvre d'art. J'aime ce côté-là et l'aspect fulgurant du rapport aussi me plaît en ça. Mais je trouve qu'il y a une audace même dans ta peinture au niveau de la réalisation parce que justement, tu fais à la peinture ce que beaucoup font au trait, à la gravure, sauf que la gravure, il y a si tu veux, le geste, il est canalisé, il est intellectualisé et on ne ressent pas... Avec le crayon, il y a le remords, la notion de remords. Et toi, on a l'impression que tu as cette gestuelle où, allez, on y va, à l'audace, ça s'efface pas et le premier trait, c'est comme le bon et il faut que ce soit le bon même si c'est pas le bon, en fait. Oui, j'espère que je vais garder ça. Ouais. Si tu regardes bien ma peinture, tu vois l'esquisse derrière. Ouais, mais tu vois le boulot qui a mené à ça. Ouais. La toile que je t'ai achetée, l'Emmy, moi, il y avait complètement ça, en fait. On voit chaque trait. Des fois, même, il y en a plusieurs, comme s'il avait fallu, quelque part, 2, 3 traits pour avoir le bon, mais il se complète en une vibration. Exactement. Particulier. Ouais. Je crois que je ne suis pas un bon dessinateur. Dans le sens où mon poignet, il n'est pas génial de dextérité et tout ça. Mon bras, par contre, j'y arrive. D'accord. Ouais. Et du coup, ce que tu décris là, oui, c'est exactement ce que je fais. Ouais. Ouais. J'y vais à la trace claire. Et puis tout ce qui fonctionne, je le ravive avec des couleurs de plus en plus fortes et de plus en plus fortes. Et tout ce qui n'a pas fonctionné, ça disparaît derrière, quoi. Mais des fois, on le voit à travers. Et oui, justement, ça me plaît. On le voit derrière le fond, c'est ça me plaît, c'est génial ça. Et moi je trouve justement que ton geste, il paraît, c'est grâce à ton bras certainement, et pas ton poignet, parce qu'il paraît très fiable, on dirait que tu peux te faire confiance. Et moi tu as quelque chose qui me fascine, c'est la dimension sérielle. C'est-à-dire qu'au-delà des séries, donc comme on a dit, à un moment tu fais que des oiseaux, à un moment tu fais que des papillons, à des moments tu fais que des fleurs. C'est surtout que, dans le cas des papillons particulièrement, c'est la série à la Warhol, hein, en fait, la répétition à l'infini sur la même toile. Oui, c'est ça, le détail on s'en fout, mais la trame fait que d'un seul coup ça devient un concept. Mais comment tu fais pour faire 50 papillons tous propres qui paraissent dans le même écrin sur la même toile? Tu vois, déjà le côté série me fascine. Ouais.
j'ai le petit complexe de l'autodidacte qui dit attends, je peux faire mieux que celle-là, tu vois, je vais t'apporter, je vais étayer. Les oiseaux, c'est très ça. Hein. Au début, je voulais en faire qu'un ou deux. C'est une série très personnelle, tu vois, la motivation est très intime et très personnelle à cette série. Mais du coup, il y a ce petit complexe de non, mais attends, je peux te faire un Piaf qui chante du AC/DC, et puis je lui coupe la parole et tout. Non, mais attends, je peux te faire la même chose sur ça. Donc, le côté série, il y a un peu cette espèce de boulimie, qui est l'inverse du syndrome de la page blanche. Et puis pour les papillons, c'est plus, oui, tu as raison de citer du pop art. Tu as l'impression, toutes les bouteilles de coca, et moi je me disais, mais comment est-ce qu'il fait pour... C'est ça. Mais lui, c'était un processus plus industriel, toi. Ouais, alors moi je mets un point d'honneur à les peindre moi. Souvent on me demande s'il y en a qui sont figés ou sérigraphiés. Moi je fais que de la peinture. Si tu regardes de près, d'ailleurs, il y a plein de défauts, et tant mieux. Mais ma trame papillonnaire, oui, c'est un concept en soi, quoi. D'accord. Et c'est parti du fait que je crois qu'il y a un relou qui m'a dit « Ah ouais, papillon ». J'ai fait « T'inquiète, demain j'arrête ». Et j'ai mis un point d'honneur à prendre ce contre-pied-là, quoi. Et pourquoi tu mets des phrases des fois avec, justement? Alors, les mots et les phrases sur mes toiles sont apparus au début pour camoufler ce qui ne fonctionnait pas bien. Ah oui, c'était un cache-misère. Un peu. Ok. Si je te peins là et que j'arrive pas à faire ton genou, je vais écrire genou de Paulina. Au début, c'était ça. Ouais. Et puis en fait, c'est devenu une force. Ouais. Enfin, c'est devenu un point fort de ma peinture par rapport au regard extérieur, ce qu'on m'en a dit en tout cas. Et du coup, je l'ai cultivé et maintenant, je trouve que les mots sont comme des couleurs pour moi. D'accord. Je sais que j'ai pas le sentiment que ça manque de orange ou de rouge, mais par contre un bon nom là en calligraphie gothique ou en plus urbain ça me parle tout de suite, quoi. Ouais, d'accord. Ça me fait penser à un cours que j'avais dans les années 90 qui s'appelait la technologie. Et en effet, on utilisait tous ces outils, gradation, etc. pour reproduire des textes et tout ça. J'étais prodigieusement nulle en fait. Moi, je le fais mieux ça me fascine, à la main. Le lettering, les enseignes, mais c'est les logos de groupe. Comment tu fais ça? Ça me fascine. C'est propre. Honnêtement, on dirait que tu utilises... Je crois que les premières fois que je le fais, c'est au Tipex sur mon cartable pour aller en 4e ou en 5e, tu vois. Et puis, je l'ai jamais lâché. Et après, je me suis fasciné pour les barbershops qui font en lettres d'or. C'est beau. Oui, c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment, je t'ai dit, comme une nuance, comme une couleur. Mais c'est ça, et c'est que tu reprends exactement ces codes industriels ou commerciaux, comme je dis, les logos et tout, mais tu les personnalises. Comme là, le jour est-il encore si jeune. Ouais, pourquoi Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, le côté éphémère du papillon, le côté... Donc ça vient un peu du théâtre, justement. Alors c'est pareil, tu vois, regarde, moi j'ai un peu ce subterfuge-là, c'est si j'intellectualise, je fais, ah oui, la connotation théâtrale, Roméo et Juliette, l'amour à son paroxysme, tout ça. Et puis, d'un point de vue graphique, entre ma trame de papillon, elle équilibre le côté gauche de la toile, elle rassure l'œil, je mets une touche de noir là où c'était très coloré, très clair. Donc il y a toutes ces motivations-là qui s'entremêlent et ça fait un peu le foutoir qu'il y a sur mes toiles. Et ça crée une résonance. Moi, je trouve que ça crée une résonance où le spectateur devient un peu un auditeur, justement. Alors ça, c'est terriblement juste. Pour moi, c'est partie intégrante de mes toiles. Je trouve qu'on a tellement de sujets sur lesquels ne pas tomber d'accord. Ouais. J'ai l'impression que la peinture, c'est juste une proposition de tomber en osmose, de vouloir vivre avec, même certains, ça va jusque-là, quoi. C'est juste une histoire de faire une proposition, de tomber d'accord, quoi. Et c'est ça que j'aime bien. Je te donne 2-3 codes, et si ça se trouve, tu as les mêmes. Et si ça se trouve, tu en trouves d'autres. Ah, mais c'est ça. Ouais. Et hop, tu es d'accord avec ce que j'ai proposé ou pas, quoi. J'aime bien ce rapport-là, moi. La réciprocité, elle est très, très importante en peinture. Et les oiseaux, pourquoi est-ce qu'ils chantent pour défaut? Ah, c'est parti d'une blague que j'ai fait à mon père, qui, suite à un accident un peu glauque, il perd beaucoup d'audition. Et on avait toujours l'envie du rebond, tout ça. Mais papa, on s'en fout. Les oiseaux, ça chante pour de faux. C'est un complot d'État qui nous met des bruits d'oiseaux dans les transistors. On s'en fout de plus entendre les oiseaux, quoi. Et on est parti en fou rire de ça. Et c'était important pour moi d'avoir de vivre un truc un peu lourd et un peu pénible, de choper le contre-pied de ça. Et d'en faire un atout pour avancer, quoi. Et c'est très énigmatique. Et en fait, c'est très énigmatique. Et il y a quasiment un côté science-fiction, un côté
tu vois, comme les théories du complot et tout ça, ça crée une résonance. Oui, je m'amuse de ça. Qui peut être même un peu inquiétante en réalité. Donc, tu vois, tu me dis que c'est par rapport à un événement difficile. Il y a cette notion, un peu funeste quelque part. Et après aussi, tu vois, c'est ce que j'aime bien dans la peinture, c'est les oiseaux chantent pour de faux peut rester un concept graphique sur lequel je représente des oiseaux, quoi. Et puis si un jour tu viens à l'atelier, qu'on se parle, qu'on échange et qu'on échange et que tu sais pourquoi, je trouve qu'on avance ensemble, il y a une espèce de réciprocité qui m'intéresse, ça, dans la peinture. Et c'est vrai, c'est drôle parce qu'on a commencé à discuter hors caméra et tu m'as parlé de ton papa et en fait, et puis on a été interrompu par l'arrivée de l'équipe, mais finalement on y est retourné et je pense qu'on a avancé aussi un peu là-dessus. Enfin, du coup, tu m'en as parlé. Sans faire l'apologie de l'art-thérapie. Ouais. Je pense que tout à chacun, on passe des galères et qu'il faut trouver des solutions d'avancer. Et si en plus elles sont artistiques. Parler de tes 3 actes au début, donc de Gilles Bastide forcément. Est-ce que pour toi c'est important d'être représenté par un galeriste? Qu'est-ce que ça t'apporte humainement et professionnellement? Oui, je pense qu'en art, il faut jouer le jeu de certaines galeries. Qui sont amenés à te faire confiance et puis à t'exposer de temps en temps. Je suis de plus en plus déçu par le rapport artiste-galerie. Il a pris un virage un petit peu étonnant. Je trouve. Ouais. Par contre, Gilles Bastide, on parle d'un contre-pied monumental à ce que devient le monde de l'art. Il résonne de façon humaine. Là où, par exemple, moi, j'ai plusieurs galeries à Londres où j'envoie un visuel, on me dit « Ah oui, ok, on fait celui-là » ou « Non, on fait celui-là ». Mais si je débarque visuellement, ils ne savent pas qui je suis, quoi. Gilles Bastide, c'est un peu l'inverse. Jouer le jeu des galeries, oui. Et puis par contre, bosser avec Gilles Bastide, ça prend une ampleur vraiment tout autre. C'est une vraie relation, on a l'impression de presque, je ne vais pas dire paternelle parce que je n'en sais rien, mais quand c'est un vrai binôme en tout cas. Quand on je suis... si la peinture ne m'a servi qu'à rencontrer Gilles, je signe, ouais. Oui, c'est devenu un ami. Ouais, c'est devenu... Et c'est Orléans, une fois de plus. C'est Orléans. Et moi, c'est vrai que j'ai fonctionné à l'affect avec cette ville et c'est génial, quoi. Et tu vois, le petit clin d'œil paternel, oui, j'aurais jamais osé y aller si Sarah n'avait pas été le voir une première fois. Et puis, j'étais très bien dans mes galeries parisiennes. Et puis, j'ai un coup de fil de mon père qui me dit « Non, mais fais gaffe, Gilles Bastide, il n'est pas dans l'art par hasard, quoi. C'est pas un gars qui va te vendre quelques toiles, c'est un gars qui est là pour des bonnes raisons, quoi. » Et donc ça, moi qui résonne beaucoup en affect, j'avais besoin de ça et c'est ce que j'y ai trouvé et ça a pris une puissance géniale, quoi. Ouais, on dirait qu'il est dedans comme dans les ordres. Hein. En fait, il y a un côté, c'est un sacerdoce. Après, je ne sais pas si ça fait ça avec tout le monde, mais on ressent ça, et même sa manière de saluer chaque personne en vernissage. Enfin, on a quand même des galeristes, des fois, qui sont en mode super stress, à juste regarder si ça se vend et tout. Lui, il est là pour chaque personne, on ressent son énergie. Nuance importante, ce qu'il va te dire sur la toile, c'est vrai. Ouais. Il a passé des nuits entières à discuter ici dans mon atelier et dans les ateliers des personnes qui représentent. Ah, c'est génial. J'en suis convaincu. C'est très très rare. Donc là, je change complètement de sujet. Je m'interroge pas mal par rapport aux réseaux sociaux parce que toi, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est ce qu'on me dit. Moi, j'ai pas super l'impression, mais oui, d'accord. J'ai l'impression parce que tous les jours, tu postes des stories. Il me semble que tu as plus de 1000 posts agglomérés sur ton Insta. Moi, je pense en avoir 60 en 5 ans. Enfin, voilà. Et justement, je me demandais, est-ce que pour toi, c'est important pour un artiste d'être présent sur les réseaux sociaux? C'est plutôt... bien, pas bien? C'est plutôt un prétexte à donner des signes de vie, à donner des signes graphiques à ceux qui me suivent d'un peu plus loin. Je le vois comme ça. Est-ce que l'algorithme te rend fou parfois? Oui, il rend cinglé parce que si tu paies pas ou si tu fais pas des mises en avant régulières, je pense que tu disparais un peu vite ou des trucs comme ça. Oui, l'algorithme, ça rend fou. Et pour toi, ça te permet de garder un petit lien Oui, et puis tu vois, moi, mon prétexte, il est tellement pictural et graphique qu'il s'y prête. Quand j'ai une nouvelle toile, pas de lieu d'exposition ou quoi,
j'aime bien savoir ce que mon pote à Bordeaux ou à Lyon ou quoi va en penser, quoi, tu vois. Donc ça permet cette petite instantanéité là, quoi. Ouais. Moi, j'ai un rapport assez paradoxal aussi avec les réseaux sociaux et je change un petit peu d'avis dernièrement. C'est-à-dire que de base, je trouvais que pour un artiste d'être annexé à l'algorithme et d'y penser, Ouais, c'est super négatif. C'est vraiment quelque chose ouais, je qui comprends. me parasite. Je regarde les stats et tout ça. Et je me dis, et quelque part, en se faisant rare, on cultive le désir, mais j'ai complètement changé d'avis parce que j'ai l'impression qu'on est en proie aujourd'hui à une telle amnésie collective qu'en réalité, c'est pour ça aussi qu'on perd les grandes icônes, c'est pour ça qu'on oublie très vite. J'ai l'impression que dès qu'on disparaît des radars, au final, on disparaît des radars. Tu vois, il faut quelque part, l'amnésie est tellement diffuse qu'il faut passer tout le temps pour, au contraire, continuer d'exister. Ouais, Donc, pour moi, il doit y avoir un peu de dérision ouais, dans ça. on s'en fout. Il faut qu'on en rigole, il faut qu'on s'en survole ça et que ça ne nous tienne pas tant à cœur que ça. Moi, après, d'un point de vue égoïste, j'adore voir comment un tel se démerde dans son atelier. Il est au Pays Basque et tout, je peux pas y aller tout le temps. Ouais, Si j'ai un petit travelling de ce qu'il est en train de fabriquer ou préparer en expo, ou quoi, ça me parle, quoi. Je suis très Ça permet ce voyeur. petit making-of. Non, pas forcément le voyeur, mais tu vois, Non. la vie d'atelier, le truc Mais comme ça, tellement. j'aime bien, quoi. Ouais, je comprends. Et moi, je suis très voyeur. Sur Ah les ouais réseaux sociaux, j'aime pas trop poster, mais j'ai besoin de savoir tout le temps. Et il y a Ouais. des gens, même des gens que je suis pas nécessairement, parce que j'ai pas besoin de savoir tout le temps. Je vais voir. Je suis très, très voyeur là-dessus. Alors, par contre, tu vois, des fois, t'as un léger contre-pied. Tu dis à quelqu'un, ah bah regarde, j'ai fait ça et tout. Elle te dit, oui, mais je sais, c'est bon. Ouais, c'est énervant, hein, ça. Exactement. Oui, j'ai vu ce Facebook. Ouais. Et j'ai aussi une dernière question par rapport à la musique. J'ai l'impression que la musique a beaucoup d'importance dans ta vie. Ah oui. Et est-ce que tu travailles systématiquement en musique? Est-ce que ça t'influence dans ton processus? Oui, oui, complètement. Je ne me vois pas peindre sans aucune bande son, quoi. C'est impossible. Ok. La première chose que je fais, c'est j'amène mes enfants à l'école. Et dès que je mets le pied dans l'atelier, il y a de la musique. D'accord. Ouais, Qu'est-ce ouais, que tu préfères écouter? Bah, c'est très variable. C'est très variable. Alors j'ai une culture très rock et métal parce que j'en ai joué et que j'ai un amour particulier pour cette musique, pour cet esthétisme. Mais sur toute une journée, ça peut aller du podcast à des lives. J'adorais la phrase de Basquiat qui disait qu'il allumait la télé, la radio et qu'il écoutait de la musique. Parce qu'au moment où on peint, on est comme des éponges. Et c'est vrai que il y a ce moment un peu magique où ça arrive. Ouais, Il y a beaucoup de passivité, ouais. où tu subis, où tu fais pas grand-chose, où tu rumines, où tu travailles la technique, ou tout ça. Mais le moment où ça arrive, où c'est naturel, je pense que la musique aide à ce moment-là. Et on est des vraies éponges, on est des vrais vecteurs à ces moments-là. Ouais. C'est assez agréable, c'est rare dans une journée, mais quand ça arrive, c'est super agréable. Basquiat, c'est une influence graphique pour toi? Alors ça, c'est un piège en interview parce que faut jamais le citer, c'est une erreur de débutant, mais parce que c'est plus cool de citer des trucs très élitistes, un peu moins connus. Bah, quand on Mais voit par ton contre- travail, c'est pas déconnant non plus. Mais par contre, oui, moi c'est le seul qui me fait vraiment chialer à chaque fois que j'en vois un en vrai. J'ai jamais été déçu par une de ses prises de parole ou quoi. Enfin, c'est la fulgurance et l'urgence de son propos, la brutalité du trait et tout. Oui, il y a que lui qui me fait chialer en peinture. Il y a beaucoup de peintres dont j'aime. J'aime la puissance de Bacon, j'aime les coulures de Cy Twombly, tout ça. Par contre, lui, il a ce petit truc qui fait qu'il n'y a rien que je n'aime pas, quoi. Et puis dans mon histoire, ça a été un élément déclencheur. J'avais vachement peur de ne faire que de la peinture. Et puis avec Sarah, on sort de la séance cinéma où il y avait le documentaire sur lui qui s'appelait The Radiant Child. Ouais, je vois. Ouais. On sort et Sarah elle me dit, tu sais quoi, il faudrait que tu fasses que ça, quoi. Et c'est la première fois que je l'ai entendu vraiment. Je pense qu'on me l'avait déjà dit avant, mais la première fois que je l'ai entendu vraiment, c'était à ce moment-là. Avec Sarah, vous avez un lien fusionnel, même au niveau de ta oui. carrière, en fait. Et oui, c'est l'élément déclencheur. Oui, bien sûr. Ça se sent. C'est mon premier regard objectif. Tu sais, il y a beaucoup de peintres qui ont à dissocier ce qu'ils font là, et puis le rapport avec les galeries, le rapport avec l'URSSAF, le rapport avec tout ça. Et tout. Moi, Sarah, elle me protège de tout ça. Et en plus,
elle me met dans une situation où elle me protège, quoi. Où tu focalises sur les belles choses. Exactement. Exactement. C'est un peu mon bouclier sociétal. Et puis c'est une muse, quoi. C'est une putain de muse. T'as fait un portrait de Sarah ou pas? Ah, c'est dangereux, ça. Hein. C'est dangereux. C'est comme les portraits de mes enfants. C'est super... Sacré, c'est presque trop sacré pour y toucher ou... Presque. Mon petit loup, par exemple, il est masqué. Tu vois, il porte un petit masque de lapin, tout ça et tout. Et par contre, ce qui est indéniable, c'est que j'ai besoin d'idolâtrer et d'admirer pour m'attaquer au portrait. Tu citais Lémi. Je sais qu'on en avait parlé. Je l'ai remarqué que tu faisais de moins en moins de portraits. Mais oui, mais alors, est-ce que ça se trouve, c'est parce qu'on a de moins en moins de personnes à admirer? Je sais pas. C'est une bonne question, parce que pour moi, le portrait est un sujet comme un autre. Hein. C'est-à-dire que, oui, pour moi, le portrait... Moi, j'ai besoin d'avoir un lien affectif. J'ai besoin d'avoir un lien... Pour moi, le portrait est tyrannique, indéniablement, parce que tu as un regard, c'est frontal, tu es annexé à un personnage autre. Souvent, mais ouais. C'est vraiment la confrontation, mais néanmoins, c'est une confrontation à quelque chose de plastique, de graphique que j'ai intériorisé. Et pour moi, si tu veux, je peux encore plus traiter comme un objet, un visage, tout en gardant complètement son intériorité. Parce que j'associe les portraits à des éléments, tu vois. Par exemple, il va y avoir Warhol, pour moi, c'est du cristal rose, tu vois. Donc, ouais, carrément. Voilà. Ouais. Et Lindsay Lohan, avec le côté, c'est l'autobronzant et tout ça, c'est comme des frites McDo. Et donc, en fait, il y a une texture super huileuse. Donc, en fait, tu vois, il y a une réification de mes sujets, je les réifie. Et au contraire, des objets ou des paysages, pour moi, ça va être des personnages, en tout cas. Ah non, moi, j'ai peint beaucoup Elvis. Parce que je peux pas écouter My Boy sans pleurer, quoi. Ouais, j'ai plus un attrait... affect, moi, l'affect fonctionne moins. Et j'ai une dernière question. Pourquoi Cieux, le pseudo? Ah oui, alors ça, j'ai plein de réponses possibles. Tu veux la vraie Je veux la vraie, évidemment. Je faisais de la peinture en graffiti, j'avais un collectif, et puis j'avais envie de tenter des trucs de plus en plus... peinture, un peu moins street, et puis au moment où je fais part de ma décision de jouer le jeu des galeries, essayer de vendre une toile pour pouvoir racheter de la peinture et en refaire, donc ne faire que ça en fait. J'ai entendu que c'était une démarche qui pouvait être prétentieuse, et au début c'était prétentieux. Donc au début, ce qui m'a blessé, je me dis où je chiale et je subis un peu la situation en disant « Ah mais non, mais je suis pas prétentieux ». Ou alors, je m'en amuse, je fais une force et je signe prétentieux. Au début, c'était prétentieux. Très vite, c'est devenu trop long. Et puis, j'ai gardé Cieux. Bah, c'est la meilleure des armes, hein. Toujours transposer le stigmate en fait en avantage. Ouais, je crois. Ouais, je crois. Comme dans Hitmail. Exactement. Voilà. Bah, en tout cas, c'était super intéressant cet échange. Merci. Moi, je suis super contente parce que ça fait 10 ans que je te connais. Et, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Avec plaisir. D'avoir répondu à des questions que je me posais depuis 10-11 ans maintenant. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Art Talk Show.